Je donne la parole à Monsieur Claudio Cordone. Merci, Monsieur le Président. La transition politique en Syrie est un moment charnière avec des possibilités et des fragilités. L'ONU s'efforce d'apporter son concours aux autorités et à la population syrienne face aux défis de la transition politique et pour promouvoir un avenir souverain, stable, pacifique et inclusif. C'est dans cet esprit que je me suis rendue pour la 3e fois à Damas le mois dernier. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, Shaibani, afin de discuter de domaines spécifiques de coopération entre le gouvernement syrien et notre bureau. J'ai rencontré également le ministre de la Justice, la Commission nationale pour la justice de transition, les représentants du barreau syrien, les rescapés, les proches de famille des atrocités passées et un large éventail de représentants de la société civile et de femmes. J'y retourne la semaine prochaine pour une visite plus longue et je poursuivrai ce dialogue. Monsieur le Président, des élections indirectes ont eu lieu le mois dernier à Saké et Nal Arab à Kobané. Elles se sont déroulées de façon pacifique, dans la sécurité, comme l'a constaté mon bureau qui s'est rendu dans la zone à l'invitation du gouvernement. Toutefois, plus de 8 mois depuis les élections, l'Assemblée du peuple n'a toujours pas été formée, dans l'attente que le président désigne un tiers des membres. Des retards qui suscitent une certaine angoisse. La Syrie a besoin que l'Assemblée du peuple entame ses travaux et a besoin que tous les Syriens, notamment les femmes et les diverses composantes de la société syrienne, se sentent pleinement représentés. L'ampleur du défi que devra relever ce Parlement de transition ne doit pas être sous-estimée. Des nouvelles lois doivent être débattues, adoptées. Les mesures exécutives doivent être examinées. Diverses voix doivent être entendues et des progrès doivent être consentis en matière de transition. Comme le gouvernement l'a demandé, mon bureau s'efforce d'ores et déjà d'apporter un soutien ciblé coordonné de l'ONU aux députés dans l'exécution de leur mandat. Je vous rappellerai que la déclaration constitutionnelle prévoit que les Syriens adoptent une constitution permanente et organisent des élections nationales au terme de la période de transition dans moins de 4 ans. Des élections qui doivent se faire dans un processus souverain, inclusif, unifié, avec des préparatifs minutieux et une assistance internationale coordonnée. La semaine dernière, des manifestations à Idlib, Alep, Hama, Deir ez-Zor et Damas ont vu les manifestants appeler à la redevabilité en cas de crime pendant le conflit et des mesures judiciaires à l'encontre d'individus associés aux atteintes commises sous l'Ancien Régime. Ces manifestations ont parfois été assorties de violence. Le gouvernement a appelé à la retenue et à déployer des forces de sécurité supplémentaires. Le Mufti de Syrie a émis une fatwa pénalisant la vengeance et soulignant que la justice doit être rendue par l'État. Le gouvernement a annoncé que 5 989 personnes liées à l'Ancien Régime sont détenues et seront poursuivis pour crimes commis après 2011. Voilà qui montre l'ampleur du défi en matière de justice de transition auquel fait face la Syrie, avec une certaine frustration due à l'absence de progrès suffisant. Le gouvernement a rapidement apaisé la situation pour éviter que de tels incidents ne se répètent. Il faut aborder rapidement et avec équité le passé. Le mois dernier, j'ai assisté à la 3e audience dans le procès d'Atef Najib et autres prévenus accusés de la répression des manifestations à Daraa en 2011. Ce sera là l'occasion pour la Syrie de montrer son attachement à la procédure, à la régularité de la procédure et à la redevabilité. Un élément essentiel est le projet de loi sur la justice de transition élaboré par la Commission nationale de la justice de transition et les ministères de la justice. Cette loi est essentielle à la crédibilité de la transition et à l'édification d'une nouvelle Syrie. Il faut que la loi couvre tous les auteurs de crimes odieux, pas uniquement ceux qui étaient associés à l'ancien régime d'Assad. La loi devrait également veiller à ce que les expériences des femmes et des rescapés de violences sexuelles liées au conflit soient pleinement reconnues.
Je prends note du fait qu'un tribunal aux Pays-Bas a rendu une décision le 15 juin sur un membre paramilitaire lié à l'ancien régime, condamné à 26 ans pour des crimes contre l'humanité, notamment de torture, de viol et autres violences sexuelles à l'encontre des détenus. Et les conclusions récentes confirmant l'assassinat des enfants de Rania Al-Abbasi viennent douloureusement nous rappeler les souffrances endurées par de multiples familles syriennes qui recherchent des réponses et des proches disparus. Je dis toute ma solidarité aux familles touchées et j'encourage la poursuite des efforts pour faire toute la vérité, établir les responsabilités et tourner la page. Le rapport du secrétaire général sur la violence sexuelle en lien avec le conflit en 2025 montre le recours au viol, aux violences sexuelles pendant le conflit par l'ancien régime, ainsi que les cas de violences sexuelles commis par Daesh et l'armée nationale syrienne. Le rapport souligne également des nouveaux cas de violences sexuelles en lien avec le conflit contre les femmes alaouites lors des violences de mars dernier et à l'encontre également d'hommes et de garçons des communautés mourchites perpétrées par des éléments armés et certains membres des forces de sécurité du gouvernement. Le rapport reprend des allégations de violences sexuelles contre les femmes de communautés druzes et bédouines de la part d'éléments armés. J'exhorte le gouvernement à faire en sorte que ces crimes soient abordés dans le cadre de la justice de transition et que des mesures soient prises pour garantir l'établissement des responsabilités, la protection et l'aide aux rescapés. Je voudrais aborder la question de l'incitation à la haine. L'incitation à la haine menace la cohésion sociale et vient saper les efforts de tant de personnes pour édifier une nouvelle Syrie. Les autorités syriennes doivent reconnaître le phénomène et l'aborder dans le cadre d'efforts collectifs. Nous travaillons avec le gouvernement, la société civile et d'autres collègues des Nations Unies pour aborder la question. Nos interlocutrices syriennes ont souligné l'impact des incitations à la haine et des récits visant à l'exclusion des militantes politiques. Je me félicite que les femmes soient formées dans les unités d'application des lois du ministère de l'Intérieur. Il est important qu'elles aient un rôle à jouer dans l'élaboration des lois qu'elles doivent faire appliquer. Les interlocutrices syriennes continuent de souligner l'importance de la participation des femmes à la vie publique, au processus législatif, aux efforts de relèvement. Protéger un espace civique pluriel et indépendant reste essentiel à une transition réussie. Les acteurs de la société civile syrienne continuent de contribuer positivement à la transition politique sur le terrain et à dialoguer avec les autorités et apportent leur concours, leurs conseils, leurs points de vue critiques. L'incitation à la haine, la désinformation, les restrictions imposées aux libertés civiques et la justice sélective sont certaines de leurs préoccupations. Dans le reste de la Syrie, la mise en œuvre de l'accord du 29 juin passé entre le gouvernement syrien et les forces démocratiques syriennes continue d'aller de l'avant. Selon nos informations, 4 brigades des forces démocratiques syriennes intégrées reçoivent désormais leur solde via les structures nationales. La libération des détenus se poursuit. 1300 détenus affiliés aux forces démocratiques syriennes ont été libérés à ce jour. Des progrès ont également eu lieu dans le cadre du retour des familles kurdes déplacées dans des zones telles qu'Afrine et autres zones dans le nord de la Syrie. Les questions de la reconnaissance et des certificats d'écoles secondaires émis par les autorités de facto au nord-est ont été réglées. D'autres questions ne le sont pas encore, notamment l'intégration du personnel assaïch dans le ministère de l'Intérieur, le statut futur des unités de protection des femmes, l'intégration de l'administration civile et le programme scolaire. Nous appelons de nos vœux un dialogue constructif afin de promouvoir la mise en œuvre de l'accord, de sorte à promouvoir l'inclusion et l'unité nationale. Monsieur le Président, par contre, aucun progrès n'a été consenti pour mettre en œuvre la feuille de route de septembre 2025 sur l'instauration de la confiance et la réintégration à Soweïda. Les problèmes sous-jacents qui avaient contribué aux violences de juillet 25 n'ont toujours pas été réglés, notamment les mesures d'établissement des responsabilités. La méfiance entre Damas et les parties prenantes à Soweïda perdure, de même qu'une vive méfiance à l'échelle de la société. Des appels à la sécession au sein même de Soweïda viennent saper l'unité et l'intégrité territoriale du pays. Des enlèvements, des contre-enlèvements, des rivalités au sein même des factions de Druze continuent de toucher la province. L'évasion récente de détenus
d'un centre de la garde nationale. Les arrestations qui s'en sont suivies et les manifestations soulignent la fragilité de la sécurité. Faisant face à la conclusion de la Commission internationale d'enquête dont l'action a été facilitée et appuyée par le gouvernement, le dialogue, l'établissement des responsabilités et la réinsertion et les mesures d'instauration de la confiance restent absolument essentielles pour rétablir la confiance tout en respectant pleinement l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie. Les difficultés relatives aux examens nationaux ce mois à Soledad ont montré l'ampleur des clivages et l'importance du dialogue. Avec l'accord du gouvernement, nous avons mené des efforts de médiation pour permettre à plus de 13 500 élèves de Soledad de passer leurs examens dans des conditions qui soient acceptables par toutes les parties concernées. Malheureusement, il n'a pu être possible de trouver une solution à ce jour. L'écrasante majorité des élèves à Soledad n'ont plus pu passer d'examen depuis 2 ans. Une solution concrète doit être trouvée pour garantir le droit à l'éducation de ces élèves. Et l'ONU continue de proposer ses bons offices et son concours aux modalités d'exécution sur le terrain. Monsieur le Président, l'activité militaire israélienne dans le sud de la Syrie s'est poursuivie, y compris en violation de l'accord de 74 sur le dégagement des forces. Les forces israéliennes restent présentes dans la zone de séparation et ont procédé à des incursions quasi quotidiennes dans certaines zones du sud de la Syrie, ont établi des points de passage temporaires, procédé à des fouilles et détentions de civils. Certains ont été libérés après avoir été interrogés par les forces de défense israéliennes. D'autres resteraient détenus en Israël. Les manifestations ont eu lieu exigeant leur libération. Les restrictions imposées à l'accès des civils syriens et des dommages causés aux terres agricoles ont été communiqués. Il y a un autre incident de colons israéliens qui ont passé le point de passage et qui ont été renvoyés par les forces de défense israéliennes. Le gouvernement syrien fait montre de retenue, s'est dit ouvert à un accord de sécurité avec Israël, même s'il n'y a pas encore eu de progrès significatif. L'ONU en Syrie renforce ses efforts pour satisfaire les besoins des populations touchées par l'activité militaire israélienne. Nous exhortons Israël à respecter l'accord de 74, à libérer les personnes illégalement détenues et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Monsieur le Président, pour contrer les menaces de réseaux extrémistes, les autorités syriennes disent avoir mené des opérations antiterroristes d'ampleur avec plus de 230 arrestations ces 3 derniers mois, y compris des ressortissants étrangers. Le démantèlement de 7 cellules liées à Daesh, la confiscation d'armes et de matériel dans plusieurs provinces. Des efforts que nous saluons, de même que la coopération continue de la Syrie avec les partenaires de la région. Parallèlement, l'activité de Daesh en dehors de ses zones opérationnelles classiques et sa tentative d'exploiter le vide de gouvernance et les doléances locales nous préoccupent. J'en veux voir preuve l'attaque du 14 juin sur un quartier général de sécurité à Raqqa qui a tué le personnel de sécurité et blessé également des membres du personnel. En outre, nous sommes préoccupés par des réseaux de combattants étrangers, d'où l'importance de garantir une intégration efficace. Je prends bonne note des efforts des autorités syriennes visant à isoler la Syrie des conflits régionaux. Les forces de sécurité syriennes auraient bloqué des tentatives de transférer des roquettes de Syrie vers le Liban et ont lancé des opérations contre des réseaux de contrebande transfrontaliers. La Syrie a également rappelé sa position de non-ingérence au Liban et son soutien à la stabilité dans le pays, tel que réitéré hier soir par le président Chara. Nous comptons que le mémorandum d'accord récemment passé entre les États-Unis et la République islamique d'Iran sera mis en œuvre et que davantage de stabilité régionale permettra de se concentrer sur la stabilité et l'économie de la Syrie. Les conditions économiques restent le grand défi de la transition. L'inflation, la dépréciation de la lire syrienne, la hausse du prix du carburant, de l'électricité, la perte de pouvoir d'achat continuent de nourrir la frustration et les troubles sociaux. Parallèlement, les autorités syriennes poursuivent leurs efforts visant à attirer des investissements, à renforcer l'activité du secteur privé et à promouvoir la réforme économique. Nous saluons ces efforts et nous soulignons l'importance de renforcer l'état de droit et d'améliorer les conditions du relèvement. Monsieur le Président, je tiens également à souligner que je me suis rendue à Ankara le 3 juin. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères adjoint Moussa
Koulaklia et autres représentants turcs qui ont dit appuyer la transition menée par les Syriens et l'action de l'ONU. Je continuerai de travailler en étroite coopération avec les parties prenantes régionales et internationales pour appuyer la stabilité et le relèvement de la Syrie. En conclusion, Monsieur le Président, la transition politique syrienne doit aller de l'avant pour former le Parlement, consolider les institutions de l'État et garantir l'État de droit. Le dialogue entre les autorités syriennes et l'ONU sur la transition politique progresse de façon concrète et constructive, mais il y a encore beaucoup à faire. Et la réinstallation de la mission de Genève vers Damas facilitera le processus. Je serai à Damas la semaine prochaine et je continuerai mon dialogue avec le gouvernement, la société civile et les partenaires internationaux. Je vous remercie. Je remercie M. Cordonnet de l'information qu'il nous a présentée.